là, nous allons faire un grand virage pour aller explorer un autre domaine, celui de la chimie, parce que d'une certaine façon, Olivier, tu es aussi un explorateur de matières premières dans le domaine de la synthèse. Donc Olivier, après un doctorat de chimie organique à l'université Pierre et Marie Curie, a réalisé des recherches postdoctorales à l'Universiteit van Amsterdam pour l'École normale supérieure de Cachan, avant d'obtenir un poste de maître de conférence à l'Université de Versailles en 2005. Il fait partie des osmothécaires, nous en sommes très heureux. Il est membre du comité scientifique de l'osmothèque et nous en sommes également très heureux. Et rédacteur pour le collectif Né. Et j'ajoute chercheur infatigable d'informations sur l'histoire du parfum. Merci Olivier. Merci beaucoup Isabelle. Alors, je ne vais pas en parler tout de suite, mais je voudrais le faire passer dès maintenant. Ce n'est pas un échantillon que j'ai volé à l'Osmothèque ou au musée Tilquin, mais c'est a priori 1 gramme de grains de musc véritable d'une société qui à l'époque s'appelait Fringian, qui était fournisseuse de plusieurs matières animales. Et donc c'est l'occasion de sentir ce que ça pouvait être. Alors je ne dis pas que c'était la meilleure qualité, en tout cas c'est le seul échantillon que j'ai trouvé. Le petit flacon était déjà cassé, donc ne le faites pas tomber quand même. Et puis c'est pas la peine de le sniffer, ça n'est pas aphrodisiaque, ça s'est prouvé. Je reviens, je vous le passe. Et donc, alors effectivement je suis chimiste, mais dans le titre, on avait mis synthèse, mais je ne vais pas parler uniquement de synthèse. Je ne connaissais pas le programme de Stéphane avant, mais pour le coup, on va être dans la continuité. Et je voulais vous parler plus généralement d'ingrédients et de profiter de cette occasion, puisqu'on va fêter dans pas longtemps. Alors, c'est l'année, en fait, les 150 ans de la première matière en tout cas officielle, de parfumerie. On va voir que ce n'est pas tout à fait vrai, mais la vanilline, avec la fondation d'une société importante. Donc ce qui est important, du point de vue d'un chimiste, on a vu qu'on a parlé de parfumerie depuis l'Antiquité. Je vais utiliser 2 dates pour découper dans la continuité entre l'Antiquité et de nos jours une partie que je vais appeler l'âge d'or de la parfumerie. On va la faire démarrer en 1874 avec justement la fondation de la première société d'ingrédients synthétiques pour la parfumerie, donc Harman, et il se trouve qu'en France, on va avoir le miroir qui va s'appeler les Fabriques de l'air. Et on va terminer cet âge d'or en 1973 avec les premières recommandations de l'IFRA, qui correspondent d'ailleurs en fait à une date qui sera l'interdiction de l'utilisation du musc, en tout cas par les sociétés qui signeront le protocole. Et donc dans cet intervalle, vous voyez, c'est pas très long, 100 ans, pendant ce centenaire, en quelque sorte, le parfumeur va faire ce qu'il veut. On va lui fournir des ingrédients et il va pouvoir les utiliser pour leur qualité olfactive. Donc il va se constituer un orgue, une palette, qui va être la constitution de tous les ingrédients qu'on va lui présenter, que ce soit naturel et synthétique. On le rappelle, le parfumeur ne fait pas de distinction. Peut-être au moment de passer à la caisse, oui, mais ça n'est pas si tranché que ça. Et alors je vous ai représenté ici, vous avez Jean-Carl à son orgue pour la société Roure, et vous avez en bas à gauche l'orgue de ce qui devait être en fait l'orgue d'Ernest Beau au moment où il compose le numéro 5, puisqu'on est chez Raleigh à Cannes-la-Boca. Ça veut dire en fait que les matières que vous allez trouver dans ces différents orgues, et là on a un orgue de Givaudan mais qui doit dater déjà des années 90-2000 je pense, en fait les matières que vous allez trouver dans ces orgues ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas, les parfumeurs et les parfumeuses n'ont pas accès aux mêmes matières à des moments différents. Donc on a ce que je vais appeler une tension entre l'innovation qui apporte des matières premières et ce qu'on va voir, la régulation qui va en retirer. On est donc dans quelque chose de dynamique qui est que des matières arrivent, des matières repartent et que la créativité est en fait le reflet de ce qu'on peut posséder à une certaine période. Alors, je prêche pour ma paroisse. Ce sont les chimistes qui vont apporter, on va voir que
les sourceurs sont en amont, on va prendre le relais, en tout cas mes collègues. Ce sont les chimistes qui vont développer les matières, enfin, en tout cas utiliser les ingrédients pour développer des matières premières, c'est-à-dire avec des procédés de distillation, d'extraction, ou effectivement toute la partie où on va synthétiser des molécules, soit pour reproduire ce qu'on trouve dans la nature, soit pour créer de nouvelles. Donc ça, c'est la partie qui va enrichir la palette du parfumeur. On a l'autre partie que je vais regrouper dans ce qu'on appelle la régulation, avec différents organismes. Donc là, vous avez l'IFRA, qui va s'occuper des recommandations pour les matières premières, quelles qu'elles soient. L'ECA, qui est une agence européenne pour tous les produits chimiques. Et puis j'ai ajouté aussi cette association de commerce international des espèces sauvages, qui fait des recommandations sur les espèces en voie de disparition. Alors, CITES, il se trouve en fait que la recommandation qui va toucher le plus les parfumeurs, c'est celle sur l'interdiction de la chasse du musc. Donc à partir de 1973, le musc tonquin n'est plus utilisable en parfumerie. On n'a pas le droit de le chasser, de l'acheter ou de l'utiliser. Alors, tous les pays dans le monde n'ont pas signé ce protocole CITES, ce qui fait qu'il y a toujours de la chasse de musc et toujours une utilisation. On ne va pas citer les pays, mais c'est toujours le cas. Je vous ai mis ici un petit graphique, là c'est pour les besoins de la journée. Je voulais un peu me rendre compte de ce que l'IFRA fait à la palette du parfumeur. Et vous avez donc un graphique cumulatif en fonction des différents amendements. On démarre donc en 73 également, et à une période qui est assez irrégulière en fonction des travaux d'une agence qui s'appelle la RIFM, qui fait les études sur la bénignité ou la toxicité des produits. Les recommandations portent sur un nombre croissant, évidemment, d'ingrédients. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, 263 substances font l'objet d'une recommandation, que ce soit pour la prohiber, la limiter ou donner une spécification sur certaines caractéristiques. Et au sein de ces 263 substances, on en a 33 qui sont des extraits naturels. Alors, je vais y revenir, quelles sont ces substances naturelles qui sont interdites, mais ce que je voulais vous montrer, et je prends le relais de Stéphane, c'est que la chimie, donc les sourceurs, mais aussi les chimistes après eux, enrichissent sans arrêt d'extraits naturels, et je voudrais casser une expression qui fait florès, c'est le cas de le dire, c'est l'expression de fleur muette. Il n'existe pas de fleur muette. On est capable d'extraire des composés odorants d'une fleur ou de n'importe quel végétal qui produit ces substances odorantes. Il y a peut-être effectivement des substances qui ne sont pas rentables, mais ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on empêche une fleur de s'exprimer. C'est un peu différent. Je voulais juste vous faire remarquer, là il y a un extrait d'un catalogue Roure de 1919 où on peut trouver des extraits de mousse de chêne, quoi de plus classique, un extrait de muguet de mai, un extrait d'œillet, de réséda, allez chercher ça de nos jours, de la violette de Parme, et on avait même, puisque c'était un ingrédient très couru, une violette de Parme extra. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que la violette est une fleur muette, il n'y a rien de plus faux, puisqu'elle a été utilisée en parfumerie à une certaine époque. Alors, c'était pour le coup assez cher, si vous regardez, c'est le bas du tableau, là où c'est le plus cher. Si on va un peu plus loin dans le catalogue, avec la partie des essences, cette fois-ci, on trouve des choses à l'époque, cognac lit de vin, on va y revenir, du kobushi, donc là, si vous avez des informations là-dessus, on est preneur également, du korumoji, du vartaria, le semen contra ou le samboul. Toutes choses qui, évidemment, c'est un peu ce qu'on a évoqué avec Alexandre et Sylvie, les noms peuvent recouvrir des réalités botaniques dont on a un peu perdu la mémoire. Mais voilà, on a des ingrédients rares qui existent déjà en 1919. J'ai mis au milieu, mais on va y revenir, une publicité de Robertet au moment où il lance ce qu'on appelle les butaflores. Les parfumeurs et parfumeuses qui ont un peu d'expérience ont le souvenir de ces extraits qui apparemment étaient merveilleux. Et on trouvait parmi ce qui était proposé, du muguet de nouveau, du lilas et même du gardénia. Et puis j'ai repris une photographie du compte LinkedIn de Nicolas Holzik, qui avait retrouvé dans ses tiroirs alors une société dont on ne parle plus, qu'elle Chauvet, mais qui fabriquait des ingrédients. Et on trouvait une essence d'artichaut à l'époque, essence. On trouvait des absolus de pêcher ou de noisetier chez Payan-Bertrand.
Et chez Renaud et Fils, on trouvait de l'absolu d'azalée. Alors, je ne dis pas que ça a été beaucoup utilisé en parfumerie, mais en tout cas, ils essayaient. On avait toujours cette démarche d'essayer. Les parfumeurs prennent ou prennent pas, mais en tout cas, les sourceurs et les chimistes font leur travail pour proposer des choses. J'y reviens. Alors, ce n'était pas préparé, mais pour le coup, on y est. Si on prend vraiment la matière emblématique, hein, la fleur qu'on considère par essence comme étant muette, c'est le muguet. Oui, on est capable de faire un très beau muguet sans absolu de muguet. On va remercier Edmond Rounitska et tous les autres, mais il y a eu dans l'histoire, et il y a toujours de nos jours, des extraits de muguet naturels. Celui qui apparemment à l'époque, milieu du XXe, était le plus ressemblant, c'était le Butaflor muguet de Robertet. C'est M. Arctender, hein, un grand monsieur qui a fait des volumes entiers sur toutes les matières de la parfumerie. Firmenich a lancé en 2021 un muguet Feargood. Alors je dis lancé en interne, hein, en partenariat avec une société qui produit le muguet, qu'il fait pousser en hydroponique, qui est la société Jungle. Et puis on a effectivement des initiatives de réutilisation de l'enfleurage qui permettent d'obtenir des absolus de muguet. Alors là, c'est pas Stéphane qui est sur la photo, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Je n'ai pas de part dans ces deux sociétés, mais je voulais vous présenter également ce qu'on peut trouver au catalogue actuellement de maisons d'ingrédients. Donc là, j'ai pris des extraits chez Payan-Bertrand ou Bioland, où on peut avoir des fleurs de cuir qui sont des codistillations osmanthus cèdre, par exemple. On retrouve le cognac. Donc c'est-à-dire que des matières qui avaient été utilisées avant-guerre ont un peu disparu, mais reviennent sur le devant de la scène. On a les algues, donc maintenant quasiment toutes les maisons proposent des algues ou des extraits de thé, qui avaient fait beaucoup de bruit au moment où c'était sorti au Simpa. On a de l'absolu de popcorn chez Bioland. Je ne sais pas s'il est produit en grosse quantité, mais ça avait fait forte impression. Du bourgeon de peuplier, du chêne, et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est vraiment la continuité, l'innovation en ingrédients naturels, je remets une couche après Stéphane, hein, est quelque chose qui est vraiment actif et utile pour la créativité des parfumeurs. Alors, vous avez un premier ingrédient animal qu'on voulait vous faire sentir, c'est donc le grain de musc, qui est effectivement interdit depuis 1973 et qui avait une très grande importance puisque l'infusion de musc était utilisée parfois dans certaines maisons quasiment pour diluer le concentré. C'était de l'alcool dans lequel du musc avait infusé. On en a 6, a priori, actuellement. Ce qu'on va vous faire sentir maintenant, c'est de l'infusion d'Iraceum. Donc la fameuse pierre d'Afrique qui est produite, qui est donc l'urine fossilisée du daman du Cap, qui est en bas à droite. On n'aura pas le temps, j'ai importé du castoreum pour ceux qui voudraient en aparté, mais on a un temps limité. Donc évidemment, ça fait partie des ingrédients qui sont utilisables puisqu'ils sont éthiques, ils ne sont pas véganes, mais on ne perturbe même pas l'animal pour faire la récolte. Et donc, c'est une matière animale qui, a priori, du temps d'Ernest Beau, n'était pas vraiment utilisée et qui, de nos jours, entre dans la palette du parfumeur. J'en profite pour faire un retour sur ce que Sylvie vous a indiqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, vous avez une très belle collection de ces ingrédients animaux utilisés, qui ont été utilisés ou qui sont encore utilisés en parfumerie au musée Tilquin. Je fais un peu de publicité puisque le musée a édité un livret qui détaille donc les 6 matières qui sont présentes. Et puis, je vous invite, si vous voulez, à visiter le musée Tilquin en vous inscrivant sur la liste. Et vous pourrez voir en fait tous ces échantillons avec les 6 qui sont représentés, même l'Iraceum. Alors, ça m'amène à, puisqu'on est au musée, on va rester dans les matières végétales. Là, je respote sur ce qui est l'IFRA. L'IFRA ne tape pas que sur les matières synthétiques. Il y a effectivement aussi des matières végétales, ou naturelles en tout cas, qui sont bannies. Donc là, je vous ai mis celles qui sont interdites. Il y en a peut-être qui étaient plus ou moins utilisées en parfumerie. Il y en a une qui, a priori, avait quand même une utilisation assez importante, qui est le costus. Donc après l'Iraceum, on va vous faire sentir une infusion de costus. Alors c'est une infusion fraîche, puisque j'ai fait l'absolu il y a 2 semaines. Je fais une petite aparté pour une autre matière qu'on ne sentira pas, mais on avait de l'absolu de feuilles de figuier et a priori une version originale du vent vert de Germaine Cellier, ma chère Germaine,
contenait un peu d'absolu de feuille de figuier. Et donc c'est absolument prohibé de nos jours. On ne peut plus le refaire dans cela. Donc vous allez pouvoir sentir le costus. J'ai le souvenir que Jean-Claude Héléna disait que c'était un matériel très important puisqu'il avait la propriété de lier les notes entre elles, qui est quelque chose qu'il n'arrive pas à retrouver avec les reconstitutions commerciales actuelles. Alors, au musée Titien, on va zoomer un petit peu. Isabelle l'a choisi aussi comme photographie de titre, en quelque sorte, à la journée. Il y a au musée Titien une très très belle collection d'échantillons de toutes ces matières végétales. On n'a pas encore exploré et répertorié tout ce qu'il y avait, mais à chaque fois qu'on y va, on est la bouche ouverte et en train de baver même, avec donc ces extraits tels qu'ils étaient faits à l'époque et qui se représentent donc ce qu'on pourrait appeler une paléochimiothèque, puisqu'on a toutes ces matières telles qu'elles étaient produites au moment où elles étaient vendues et où elles sont rentrées en tout cas dans la collection. Alors, il y a le fait qu'on aimerait bien sentir, analyser ce que contiennent ces fioles. Il y a aussi le fait que toutes ces fioles nous parlent d'un passé qu'on oublie très facilement et que notamment les maisons de composition actuelles oublient facilement. C'est la généalogie de toutes les sociétés qui ont produit des ingrédients ou des parfums dans l'histoire et que celle-ci est en continuelle évolution, puisqu'on a des sociétés qui se sont rachetées, des fusions, des disparitions et ainsi de suite. Et je pense que c'est une des missions du comité scientifique qui va être de reconstruire la généalogie de toutes ces sociétés. Et moi, à titre personnel, j'adore retrouver toutes ces vieilles étiquettes qui nous montrent ces sociétés à l'époque. Donc ça, c'est un chantier. Le chantier qu'on a mis en route et qui commence à avancer, en fait, c'est le chantier en fait, d'avoir la construction de l'histoire des matières synthétiques qu'on a pu utiliser en parfumerie. Et donc, c'est ce que je voudrais vous parler dans la deuxième partie, avec donc de nouveau toutes ces sociétés qui ont participé à la fondation de la parfumerie moderne en introduisant des matières synthétiques, qui se sont réduites, puisqu'on a de nos jours maintenant les très grands acteurs qui sont ici sur la colonne de droite. Alors, je vais commencer par rappeler, c'était un petit peu aussi mon entrée dans la parfumerie, c'était la lecture du livre d'Eugénie Briot qui, dans un des chapitres, nous rappelle que la première matière synthétique utilisée en parfumerie, ça n'était pas la vanilline, ça n'était pas la coumarine, c'était très probablement le nitrobenzène. Alors, le nom déjà fait moins rêver. C'est une matière qu'a priori on ne trouve pas dans la nature, mais qui a été découverte, en tout cas préparée pour la première fois, par M. Eilar Mitscherlich, chimiste allemand, qui travaillait à Berlin, et qui, en 1834, pour des recherches tout à fait fondamentales, fait la nitration du benzène et obtient une matière, alors qu'on va sentir maintenant. Donc là, on est quand même moins dans le joli que le Bushman Candle, mais c'est important que vous puissiez sentir ce qui a pu être au final la première matière qui a été utilisée en parfumerie. Ce qui est important, c'est que c'était de la parfumerie fonctionnelle, puisque dès 1850, on trouve des occurrences parlant de falsification de savon avec le parfum amande amère avec du nitrobenzène. Alors, vous allez vous faire une idée par vous-même de l'odeur qui ressemble plus ou moins à l'amande de ce nitrobenzène, mais en tout cas, on sait que la savonnerie a essayé d'utiliser ce composé pour remplacer l'essence amande amère, qui est évidemment beaucoup plus chère, et en plus beaucoup moins stable, puisque le benzaldéhyde qui est responsable de l'odeur de l'amande s'oxyde très vite. Alors, j'appelle ça un faux départ, parce que malheureusement, on va très vite s'apercevoir que le nitrobenzène, c'est irritant pour la peau, c'est un peu dommage pour un savon, et donc il va très vite être retiré, et ce sont donc des occurrences de falsification, et donc avec des clients ou des clientes qui se plaignent. Alors, le véritable début de la synthèse en parfumerie, ce sont des chimistes qui vont l'apporter, et ce sont des chimistes entrepreneurs. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vont découvrir des matières odorantes, mais qui vont aussi réaliser qu'il y a un intérêt à les proposer à des parfumeurs. On a une sorte de généalogie, puisqu'on a le chimiste qui les a formés tous les trois. Donc on va parler de M. Harman, Thiemann et Delair, qui ont tous les trois été formés par le seul et même chimiste qui s'appelle von Hofmann, qui les a donc eus en tant qu'élèves à Berlin.
Ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur von Haussmann, il aura travaillé pendant un certain temps à Londres, et il aura été en contact avec William Perkin, qui est celui qui a synthétisé pour la première fois la coumarine en 1868. Ce monsieur Perkin, il est spécialisé dans les colorants. Vous voyez que dans son portrait officiel, il tient un écheveau de soie qui est coloré avec le colorant qu'il a découvert, s'appelait la mauvéine. Il voit ces jeunes chimistes, il leur dit bah, c'est super, vous êtes très créatifs, tout ça, mais il y a quelque chose que personne n'explore, ce sont les produits odorants. Il leur dit, voyez, moi j'ai synthétisé la coumarine, ça peut être intéressant. Moi je m'occupe des colorants, entre guillemets, venez pas sur mon terrain, moi je m'occupe des colorants, allez ailleurs. Et ils ont en quelque sorte écouté, ils sont rentrés, Harman, dans sa forêt de Holzminden et Delair à Paris, pour fonder tous les deux des sociétés qui vont produire des ingrédients odorants. Alors, quels ingrédients odorants ? C'est donc les sociétés qui vont devenir Harman & Reimer et les fabriques Delair. Alors, ils étaient jeunes à l'époque, mais on a des portraits d'eux beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui va être la découverte fondamentale ? C'est la découverte de la vanilline. Ils découvrent la vraie structure de la vanilline et ils découvrent dans la foulée la manière de la fabriquer à partir d'un produit naturel abondant en Allemagne qui s'appelle la coniférine. Alors, c'est le sujet de thèse de M. Harman. Il étudie cette coniférine parce que lorsqu'on fait du papier, on écorce l'arbre, on utilise le bois pour ses fibres, mais avec cette écorce de pin, on ne sait pas trop quoi faire. Et pendant sa thèse, il a réussi à isoler un composé qui est donc cette coniférine. Alors, on l'obtient en fait dans ce qu'on appelle le cambium, qui est dans le petit dessin, ce qui est la partie verte, qui est entre le bois et l'écorce. Cette coniférine, il va être capable, avec son collègue Ferdinand Tiemann, qui est chimiste, mais lui à l'université, ils vont être capables de la transformer en vanilline avec deux étapes, qu'on appelle une hydrolyse et une oxydation. Et ils vont donc breveter en 1874 la première préparation de vanilline de synthèse. On l'appellera donc ex-coniférine, puisqu'elle provient d'une transformation de coniférine. C'est donc ce qu'on appellerait de nos jours une vanilline biosourcée, puisqu'on part d'un produit naturel. Alors, c'est le moment de parler, puisque ce brevet va être immédiatement appliqué en France par son ami Georges Delair. Et c'est le moment où l'Osmotech peut parler du fait que les archives des fabriques Delair, les archives familiales, ont été, grâce à la mobilisation de l'Osmotech, ont été déposées aux Archives nationales du monde du travail, qui est basé à Roubaix, et qui va donc faire l'objet, évidemment, d'études par les membres du comité scientifique pour retrouver des documents. Et on va en voir un tout de suite, qui est une lettre de Harman à son ami Georges Delair pour lui certifier qu'il va lui fournir de la coniférine. Alors, vous pourrez remarquer que M. Harman écrit en français, un très bon français, puisqu'à l'époque, c'était la langue intellectuelle. Et il s'engage aussi, enfin, il s'engage à lui fournir, mais il dit pas trop non plus, je vais en garder quand même aussi pour vendre de la vanilline de mon côté. Alors, juste pour vous donner une idée, en utilisant 5000 pins, on peut isoler 20 kg de coniférine. Avec ces 20 kg de coniférine, M. Harman en Allemagne ou M. Delair en France sont capables de produire 7 kg de vanilline. Alors, cette vanilline, on va voir, elle va être assez chère. Et ça va les inciter à trouver, maintenant qu'ils connaissent comment on peut fabriquer de la vanilline, à trouver de nouveaux procédés pour la fabriquer. Et ils vont s'associer avec un jeune chimiste qui est également de cette génération, Karl Reimer, qui va mettre au point un tout autre procédé qui utilise du gaiacol qu'on obtient par le goudron de houille pour fabriquer de la vanilline, et donc absolument plus biosourcée, mais en utilisant une ressource du charbon. Alors, ce procédé produit beaucoup moins de déchets et permet d'avoir une vanilline qui a un coût beaucoup moindre. Et puis, maintenant qu'ils sont lancés et qu'ils cherchent tout azimut pour fabriquer cette vanilline qui a vraiment beaucoup de succès, ils vont trouver la méthode qui sera en fait celle qui donne la meilleure qualité de vanilline, qui est celle à partir de l'eugénol qu'on isole du clou de girofle. Alors, c'est cette qualité de vanilline qui sera a priori utilisée dans les fabriques Delair pour faire la fameuse base Ambre 83. Alors, on ne sait pas avec certitude si c'est Marie-Thérèse qui a créé la base Ambre 83, mais c'est une des grandes créatrices en parfumerie qui a contribué à toutes les bases de la maison. Alors, avec tous ces procédés,
Et puis bien d'autres, vous avez dans la colonne à gauche tous les brevets qui ont été déposés entre 1874 et 1900 pour d'autres procédés pour fabriquer de la vanilline. Au tout départ, la vanilline coûte quasiment 8800 francs le kilo. Alors, ça ne dit pas forcément grand-chose, notamment aux gens qui n'ont pas connu le franc. Et puis, le franc de 1874, ce n'est pas le même que celui que nous, on a connu. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, un ouvrier gagne 88 francs. Il faut donc 100 salaires d'ouvrier pour obtenir 1 kilo de vanilline. Donc, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Ça coûte plus cher que beaucoup des ingrédients naturels. Heureusement, les chimistes travaillent, les procédés sont optimisés, et donc le prix dégringole complètement. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de représentant de la maison Guerlain dans l'assistance. On m'a fait des indiscrétions, on va appeler ça comme ça. Certaines personnes m'ont indiqué que dans les vieilles formules de Guerlain, on trouve de la vanilline de synthèse, de l'air, dès 1880. Donc la communication officielle disant que c'est Jiki qui utilise les ingrédients de synthèse avec vanilline et coumarine en 1889, il y a peut-être des dates antérieures avec des ingrédients. Ce qui serait assez logique puisque le prix de la vanilline devient abordable à partir de 1878 et donc qu'un parfumeur de grande renommée tel que Guerlain l'utilise juste après, c'est assez logique. Alors, la vanilline va être le coup d'éclat en quelque sorte de Harman et de l'air et surtout va leur faire beaucoup de dividendes. Ces dividendes vont leur permettre d'acheter des brevets, donc le brevet du musc-bore, mais on va voir ça un peu après, ce n'est pas eux qui le découvrent, mais ils rachètent le brevet et ils vont donc être les premiers à produire les fameux muscs artificiels, musc-bore en tête, et on va voir les autres. Je vous ai mis, à l'époque, on a un article qui nous parle des prix des matières premières. Vous voyez que le musc-bore, c'est encore plus cher. Et puis, on va voir qu'ils vont, cette fois-ci, sur leur denier propre, diligenter des études et qu'ils vont pouvoir obtenir les ionones pour reproduire l'odeur de la violette avec encore un produit extrêmement cher. Mais de la même manière, les chimistes travaillent et les prix dégringolent en quelques décennies. Alors, c'est ce qui va faire la renommée des deux sociétés, Harman Reimer et Delair en France, et ils vont donc faire une sorte de boule de neige, et avec l'argent décomposé qui leur rapporte beaucoup, ils vont essayer de découvrir de nouveaux ingrédients synthétiques. Alors, je vais passer vite, il y a toute une conférence à faire sur les muscs nitrés. On va sortir le musc ambrette, qui est celui, je pense, que les parfumeurs et parfumeuses regrettent le plus. Ils sont donc le tout premier découvert en 1888 et surtout il est découvert et breveté par Albert Bohr pendant sa thèse d'ailleurs, il est tout jeune docteur quand il fait ça. Et il va en découvrir d'autres. Le musc xylène sera découvert par des collègues, le musc ambrette sera découvert en 1891 et donc on va pouvoir le sentir. Alors celui-ci, c'est celui qui a été reconstitué au laboratoire pour être déposé à l'osmothèque. Ça n'est pas celui qui était vendu à l'époque. Donc les moyens de purification ne sont pas forcément les mêmes, donc vous pourrez avoir des différences, même certains. On va en découvrir d'autres, mais ce qui est important, c'est que Albert Bohr va revendre son brevet à Harman et Delair et va être très riche puisqu'on voit sa villa, qu'il avait nommée du nom de sa femme, Irma, qui existe toujours dans la municipalité où il a vécu. Alors, le malheur, c'est que ces muscs nitrés ont des effets photosensibilisants pour la peau, et on va les découvrir à partir des années 70. Et en 1998, la communauté européenne interdit, donc là, ça n'est pas une recommandation de l'IFRA, c'est une interdiction de vente, de fabrication, de vente et d'utilisation en 1998. Donc vous voyez, 110 ans d'utilisation de ces matières. Il y a un survivant, ou une survivante, c'est le musc cétone, qui n'a pas ces effets et donc qui peut toujours être utilisé. Alors ça n'est pas parce qu'on peut qu'on le fait, mais certaines maisons ne l'utilisent plus. Très, très, très important, avec l'argent de la vanilline, du musc, et réellement c'est mis comme ça, Harman a voulu investir pour que Ferdinand Tiemann et son étudiant qui s'appelle Paul Kruger, de la même façon, il était très jeune à l'époque où il fait la découverte, il leur paye réellement les études pour la violette et l'iris. Ils vont se casser la figure sur la violette, ils vont réussir à isoler l'iris, mais quasiment par hasard, ils vont quand même redécouvrir la molécule qui est présente dans la violette, qu'on va appeler les ionones, et au final, ils vont essayer de reproduire l'iris, mais ils ne vont pas y arriver, mais vont
pouvoir fabriquer une molécule artificielle qui sera quasiment plus intéressante. Ce sont les méthylionones. Alors ces méthylionones, elles étaient fabriquées chez Delair à partir de citral, mais ça n'était pas du citral purifié, c'était de l'essence de Lycea cubeba, qui est très riche en citral, mais qui n'est pas complètement pur, et qui apportait une qualité particulière aux méthylionones de Delair. C'était vraiment quelque chose d'assez typique. Mais ça va être un produit qui va prendre une importance vraiment phénoménale, puisqu'on peut même dire que de nos jours, hein, on ne conçoit pas un parfum sans un peu de ionone et de méthylionone. C'est vraiment très important. Vous allez avoir la chance d'avoir une table ronde avec Maurice Roussel. On peut quand même considérer que c'est quelqu'un qui a eu une utilisation moderne des ionones et méthylionones. Donc, si vous avez l'occasion, et si moi je ne le fais pas, on pourra lui poser des questions là-dessus. J'ai en tête Iris Silvermist ou Insolence, hein, qui sont des utilisations des accords violettes et iris qui sont vraiment phénoménaux. Donc, tout le monde va fabriquer ces produits. Est-ce que je voulais qu'on sente ensemble pour finir normalement, il y a un échantillon de Pallida. Il y a une dilution de Fu5. Ah oui, alors il devait être à côté du Tupperware. Il est peut-être dans le sac. Alors, pendant qu'on trouve la dilution, ce qu'on peut retrouver, je reviens à ce qu'on a pu trouver rapidement, puisqu'on n'a pas, voilà, c'était juste avant que les archives soient transférées à Roubaix. On a pu regarder un petit peu dans les cartons et je cherchais quelque chose et il se trouve que je l'ai trouvé. C'est qu'on a des rapports en 1952 et en 1979 pour François et ensuite pour Robert Delair, qui sont les descriptions de la fabrication d'un composé, d'un composé, c'est un ingrédient, c'est une spécialité de Delair qui s'appelle le Fu5. Voilà, c'est ça. C'est bon, on l'a retrouvé. Donc vous allez pouvoir sentir le Fu5. Alors, l'histoire est liée, a priori, on le sait, à Edmond Rudnicka. Pendant la guerre, il est en train de composer Femme, ce qui va devenir plutôt Femme de Rochas. Il travaille pour les fabriques Delair. Et évidemment, on imagine bien que pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas énormément de matières premières à disposition. Et il repère un fût qui est à Issy-les-Moulineaux, qui a priori est resté au soleil pendant très longtemps, pendant une bonne partie de la guerre, et qui sont des queues de distillation de ces fameuses méthylionones. Ces queues de distillation au soleil, elles ont été pyrogénées en quelque sorte, craquées, comme disent les ouvriers. Et elles ont pris des facettes cuirées. Alors pour le coup, moi je ne l'ai jamais senti, et donc je vais le découvrir en exclusivité avec vous. Et donc vont être très importantes pour faire le fond cuiré violette de Femme de Rochas. Merci. Et alors la chose, c'est que ça n'est pas le fût qui a été retrouvé. Ouais, c'est fini après. Ça n'est pas le fût qui va être directement dit en Femme de Rochas, puisqu'en fait, Robert Delair, à l'époque, va dire oui, il y a quelque chose à creuser, mais on va fabriquer une matière. C'est-à-dire qu'à partir d'une observation, les chimistes vont travailler et on va mettre au point, c'est ce qu'on découvre dans le document, c'est qu'on met au point une procédure qui est d'une subtilité féroce, puisqu'on va utiliser une fraction qu'on va craquer, une autre fraction qu'on va distiller d'une certaine manière, et on va mélanger les deux pour obtenir le produit qui s'appellera Fu5. Donc Fu5, ce n'est pas juste une matière qui est caramélisée au soleil, c'est vraiment la construction à partir de déchets de méthylionone d'un ingrédient qui va être très utile en parfumerie. Alors, il ne sera pas utilisé que dans Femme de Rochas, ce sera le premier. Je crois qu'il y en a un peu dans Fahrenheit, il me semble, hein, par les connaisseurs, parce que je n'ai pas accès aux formules. L'osmothèque, voilà, peut vous faire découvrir les parfums tels qu'ils étaient, donc avec le fameux Fu5 dedans. Alors, bon, on n'a pas le temps, mais on pourrait sentir, aller à l'osmothèque pour ressentir ce parfum Femme de Rochas tel qu'il a pu être à l'époque. Je vais finir donc sur ce Fu5 pour montrer, alors c'est ce que vous avez sûrement réalisé avec la matinée et le début de l'après-midi, hein, c'est qu'on a deux collections qui sont d'un caractère extrêmement précieux pour les gens qui travaillent pour le parfum. Donc l'osmothèque qui conserve des ingrédients, des formules et des concentrés de parfum et qui est en mesure de parler de toute cette histoire, mais qui est tout à fait complémentaire avec le musée Tilquin qui possède, lui, carrément les végétaux, quelques ingrédients
Et c'est pour ça que cette journée est extrêmement importante, c'est que ces deux institutions puissent se parler et puissent avoir une reconnaissance institutionnelle plus forte. Je poursuivrai par une note qui réellement résonne avec ce que Stéphane vous a montré, c'est qu'en fait, une collection, c'est quelque chose qui est vivant. Une collection, il faut l'alimenter. Il faut la faire vivre en parlant, mais il faut aussi l'alimenter. Et j'aimerais beaucoup, par exemple, que le Bushman Candle puisse être une matière qui puisse rentrer au musée Tilquin, parce que ça serait en quelque sorte le fait de sanctuariser et se dire que si un jour le Bushman Candle disparaît pour des raisons environnementales, le fait que le savoir-faire de la cueillette se perde, on a quand même les éléments qui sont conservés dans un endroit dans lequel on est sûr qu'on va pouvoir le préserver. Et donc, j'espère qu'on a senti une toute petite partie, mais voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers ces deux institutions pour approfondir sur des sujets qui vous seraient plus intéressants, pour lesquels vous avez un intérêt plus précis à chaque fois. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.